Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. These countries are calling us up, kissing my ass. D'accord, faisons comme ça. Ah, sacré Hubert. Que n'avions-nous entendu sur les hérissons? Souvenez-vous des polémiques que nous avons eues à cause des hérissons. Au pays, le Chou Paris avec Chou Anne Hidalgo. Merci, les hérissons. Shut up, kiss my ass. En disant qu'on allait lui lécher le cul. Quel goût a le cul de naze. Quiet. C'est rigolo. Ça suffit. Pas de plaisanterie. Nous sommes en guerre. Oui, nous faisons une émission sur le fondement, mais pas que. Vous le savez très bien, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, on va parler de tout. Mais effectivement, nous sommes en guerre, à tous les niveaux, on l'a déjà dit, à bas bruit, à bas étage, mais aussi, hélas, à sanglant étage. On va parler d'une enquête remarquable sur les prisons françaises qui a été faite par le magazine L'Incorrect. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez, tout le monde dit pas assez de sanctions, pas assez de sévérité, sentiment d'insécurité ou vraie insécurité, et comment on réagit. Mais où en sont exactement, où en est l'état des lieux concernant les prisons françaises? On va en parler avec Vendry de Guerpel. Et puis, nous allons parler évidemment de la personne qui, quand on habite Paris et quand on visite Paris, on le sait, Anne Hidalgo. Que ferait-on ça, Anne Hidalgo? Alors, le bilan d'Anne Hidalgo à 1 an des municipales, vous savez, qui se dit en 2026, ça fera 12 ans que Anne Hidalgo sera maîtresse de Paris, aura été maîtresse de Paris. Nous allons en parler avec Serge Federbouch et c'est très intéressant et vous allez voir, il y a un hommage aux hérissons tout à fait poignant qui nous a fait tous, Coffler était en larmes, je vous dis pas dans quel état étaient Julien et Manu et Erwin, ils étaient en larmes. Et puis on va parler Roselyne Bachelot, bien sûr, Roselyne Bachelot, elle, la spécialiste du fondement, vous allez voir, c'est très intéressant. Salon du livre, expression de la liberté ou expression de quoi, on ne sait pas. On va en parler aussi. Et puis, en seconde partie d'émission, nous allons parler politique. Oui, politique, vraiment politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? Peut-être, on parle toujours des élections, des municipales, de ceci, des alliances, vous savez, des copains, des coquins. Et on va parler avec David Lisnard, qui me paraît quand même échapper, en tout cas en grande partie, à cette espèce de logorée politicienne qui s'empare à l'aube de n'importe quelle échéance électorale. David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. On va prendre tout le temps d'en parler avec lui, oui, parler politique. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors on parle beaucoup, vous le savez, ici comme ailleurs, insécurité, violence, incivilité, meurtre, etc. La France orange mécanique, la France archipélisée, la France fracturée, etc., etc. Et puis on dit, mais il faut des prisons. Mais il y a des prisons. Mais cela suffit-il? Où en sont les surveillants, la gestion, etc. Eh bien, un magazine en parle aujourd'hui et nous en parlons avec l'un des journalistes qui a fait l'enquête. Écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai. Eh oui, Johnny Hallyday, les portes du pénitencier, effectivement. Alors certains disent oui, mais il n'y a pas assez de pénitenciers, donc il n'y a pas assez de portes. Que doit-on faire? Et le magazine L'Incorrect vient de sortir Tall Story. Tall Story, les détenus surveillants aumôniers, il raconte. Bonjour Vendry de Guerpel. Bonjour André Berkov, merci de me recevoir. Vous êtes journaliste à L'Incorrect. Alors, que dit cette enquête? Je rappelle ça, quelques chiffres justes. 81 599 détenus pour 62 363 places, réparties dans 186 établissements pénitentiaires, selon les derniers chiffres du ministère de la Justice. La France se positionne en leader européen de la surpopulation carcérale. Et oui,
près de 82 000 pour 62 000 places, grosso modo. Alors, on parle, mais depuis longtemps, d'accélérer la création de places de prison. Il faut simplement rappeler ce que faisait Gérard Darmanin à l'époque. Ça prend pas pour construire des prisons, cela ne prend pas moins de 7 ans aujourd'hui, notamment à cause de cahiers des charges trop gourmands. Ça fait des années qu'on en parle, et combien de temps encore? Et Gérard Darmanin d'ajouter une place de prison coûte aujourd'hui aux contribuables 350 000 €. On doit pouvoir descendre le coût significativement à 200 000 en rythme de croisière, dit toujours le ministre de la Justice. Nous allons construire autant de places que prévu, mais à moins cher et plus vite. Alors, où en est-on? Vous avez fait donc une enquête. Comment s'est passé vos enquêtes? Vous êtes allés... Comment ça s'est passé? En fait, l'idée, c'était d'avoir un vrai état des lieux des prisons en France. D'abord parce qu'en fait, on en parle tout le temps dans l'actualité. On a toujours des polémiques sur Koh-Lanta, notamment, avec vous savez, ces courses de karting qui sont organisées dans les prisons, avec l'évasion de Mohamed Amra qui s'est évadé au péage d'Incarville. Avec les tablettes, les massages, les tablettes, etc. Il y a énormément de polémiques et personne ne sait vraiment comment ça se passe. Oui. Alors nous, à l'Incorrect, on a voulu faire quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire de donner la parole aux détenus, aux anciens détenus, aux surveillants pénitentiaires, aux SPIP aussi. Donc les SPIP, c'est ceux qui... Je montre le numéro de l'Incorrect, oui. Magnifique. Les SPIP, ce sont ceux qui s'occupent de la réinsertion pour les détenus, mais aussi aux aumôniers. Et à tout cet environnement carcéral, on a voulu leur donner la parole. Et en fait, le constat est assez alarmant. D'abord, vous l'avez rappelé, on a une surpopulation énorme, 130% à peu près de surpopulation carcérale, qui est notamment liée aussi au fait qu'il y ait énormément de détenus étrangers dans nos prisons françaises. C'est 24,5% qui sont étrangers dans nos prisons. Donc voilà. Donc... Oui, on dit, corrigez-moi si je me trompe, Vendry de Guerpel, on dit qu'il y a 24,5%, vous l'avez dit, de la population carcérale sont étrangers, alors que les étrangers ne représenteraient que 11% dans la population globale. Exactement. Et si on rentre dans les détails, il y a par exemple 4229 détenus algériens. Vous savez, un prisonnier coûte environ 130 € par jour de détention. Alors si on fait une multiplication, on arrive à 200 millions d'euros par an. Voilà ce que nous coûtent les détenus algériens. Mais voilà, donc l'idée c'était de comprendre pourquoi est-ce que dans les prisons françaises, tous les maux de la société c'est vraiment un miroir grossissant de la société, de tous les maux. On parle notamment du trafic de drogue, de stupes et la possibilité pour les détenus de continuer à gérer leur trafic de stupéfiants depuis leur cellule. Est-ce que les détenus continuent à gérer? Oui, alors racontez-nous. Bien sûr, et je vais vous dire une chose, on va arrêter de se mentir en permanence, 100% des détenus ont accès à un téléphone portable. En prison. 100%. C'est alors peut-être pas eux qui ont le téléphone, mais dans toutes les cellules, on a des téléphones portables. Et en fait, on se rend compte que la prison n'est plus devenue un lieu où on purge sa peine, mais un lieu où en fait on va être en retrait un peu de ses activités lucratives pour pouvoir après recontinuer une fois sorti. Et donc, tous les détenus ne sont pas des trafiquants de drogue. Non, pas que. Non. Mais la plupart du temps, et c'est dans toutes les prisons, à chaque fois que je parle avec un détenu, il me disait, en fait, c'est permanent. Le trafic de drogue, il est permanent. Que ce soit à l'extérieur de la prison, mais aussi à l'intérieur de la prison. On parle notamment comment est-ce qu'on se fait livrer de la nourriture, des drogues, etc. au sein de la prison. Ouais. Et en fait, c'est 250 € pour se faire livrer en drone. Une livraison en drone, c'est 250 €. On paye. Ah oui, c'est par drone, ça. Voilà, par drone, oui. Par drone. Bon, il y a des prisons où ça marche pas parce qu'il y a des brouilleurs, etc. Mais la plupart du temps, c'est 250 € par drone. Amazon a du souci à se faire. Le drone arrive et puis il y a un repêcheur qui est chargé donc de récupérer avec un bout de tissu et une fourchette tordue, de récupérer le colis et après il le dispatch et ça ouvre un commerce qui est incroyable au sein de la prison. Il y a cet exemple de comment est-ce qu'on fait rentrer des choses. Il y a aussi les jeunes qui balancent des colis depuis l'extérieur. Donc on part dessus le mur de la prison. Exactement. Et ça marche encore, ça, parce que c'est. Bah oui, ça marche encore. Ouais. Bon, la plupart des petits jeunes, ils ont 16-17 ans. Ceux qui font ça, ils font ça pour de l'argent et ils ratent beaucoup le mur des prisons parce qu'ils sont stressés. Ils n'ont pas envie de se faire attraper par la police. Mais ça continue à marcher et puis on peut se faire livrer n'importe quoi en prison. On peut se faire livrer des kebabs comme si c'était Uber Eats. On peut se faire livrer de la drogue comme on disait. Et puis les surveillants pénitentiaires m'ont dit la drogue elle est vraiment partout. Il suffit d'aller dans les coursives des prisons. Ils nous disaient que c'était vraiment la Colombie. On a des nuages de fumée presque. Et donc pour eux c'était très difficile de travailler. Le surveillant pénitentiaire, il faut savoir qu'ils sont 1 pour 50 ou 100 détenus.
Un surveillant pour 50 ou 100 détenus. Et donc en fait, ils peuvent pas faire leur travail correctement. C'est des grands oubliés de la République. Moi, c'est vraiment ce que j'en ai retiré de ces témoignages. Des grands oubliés de la République. Ils sont là, ils sont pas armés, ils ont juste un sifflet pour se défendre. Ils sont pas du tout armés. Ils sont pas du tout armés. Ils ont juste un sifflet. De bombes lacrymogènes. Je crois qu'il y a des bombes lacrymogènes qui commencent à arriver, des tasers qui commencent à arriver, mais la plupart ne sont pas armés. Et donc quand ils arrivent, ils prennent leur service le matin ou le midi. Ils doivent faire le tour de toutes les cellules pour voir si tous les détenus sont encore en vie. Et en fait, le temps de faire le tour de toutes les cellules, eux, ils n'ont pas le temps d'aller vérifier dans les cellules s'il y a des téléphones portables, de faire des fouilles de cellules. Et donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et vous avez vu combien de prisons? Enfin, vous êtes pas resté que sur Paris. Non. Moi, les gens que j'avais au téléphone et que j'ai rencontrés, c'était soit des gens qui étaient dans le sud de la France, qui ont été à Rouen, qui ont été dans les maisons d'arrêt, mais aussi dans les centres de détention, parce qu'il y a plusieurs types d'établissements, comme vous le savez, chez André. Il y a les centres de détention qui sont pour les longues peines, pour ceux qui sont condamnés en longue peine. Il y a les maisons d'arrêt pour ceux qui attendent effectivement d'être jugés ou qui sont en courte peine. Et c'est eux qui sont principalement en surpopulation, 150% de surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt. Et puis après il y en a d'autres qui sont plus petites, les prisons pour femmes, etc. Et voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les prisons, elles sont pas toutes dans les provinces ou à la campagne. Il y en a beaucoup qui sont dans les centres-villes. La prison de la Santé, on est le meilleur exemple à Paris. Il y a aussi à Rouen, où c'est en plein milieu de la ville. Et donc, on a aussi interviewé les passants, les riverains, ceux qui habitent à côté des prisons. Qui nous racontaient qu'il y avait des feux d'artifice, mais presque tous les soirs, dès qu'il y avait un anniversaire. De l'intérieur de la prison. Depuis l'intérieur de la prison. Il y a une dame qui me racontait, moi je sais à chaque fois qu'il y a un but lors des matchs quand il y a le Maroc ou l'Algérie qui joue. Et donc on a appelé d'ailleurs le petit papier tapage du Newf. Voilà, mais donc voilà, c'est tout cet écosystème qu'on a voulu. En fait, on a voulu prendre la mesure de tout cet écosystème et en faire un dossier qui, je le crois, est presque exhaustif. Et justement, alors, et la violence que vous ont dit, que ce soit des anciens de la violence qui régnerait à l'intérieur des prisons, en tout cas des prisons sur lesquelles vous avez enquêté. La violence, elle est omniprésente, cher André. D'abord parce que si on rentre pas dans le système, on se fait en fait, on est complètement cornérisé. Donc en fait, la vie est très dure au quotidien. Il y a un ancien détenu qui me racontait qu'il avait été arrêté pour un motif, pour des motifs d'agression, etc., et qui était un militant politique. Lui, il a dû être tout de suite à l'isolement parce que il y avait 4 contrats. Sur Snapchat qui tournaient au sein des prisons. 4 contrats sur lui, vous voulez dire. 4 contrats sur lui pour le tuer, pour pouvoir le tuer. Menace de, oui, pour le tuer. 2500 €. Donc en fait, sa tête avait été mise à prix au sein de la prison. Donc lui, il a dû passer sa peine à l'isolement, donc seul. Voilà. Il y a des gens qui étaient prêts à tuer pour 1500 €, vous dites. Exactement, oui. En fait, après, ça c'est dans l'actualité, il y en a partout. On connaît la DZ Mafia avec les petits jeunes de Marseille qui sont prêts à tuer pour 1500 €. Ça, il y a aussi ça dans les prisons françaises. Mais donc lui, il me racontait un peu son parcours. Ce qui était assez hallucinant, c'est que quand on arrive en prison, en maison d'arrêt, on passe d'abord par un quartier des arrivants. Le quartier des arrivants, en fait, on y est pendant 2 semaines à peu près. Et c'est là où les surveillants peuvent mesurer un peu le profil du détenu et peuvent savoir un peu avec qui ils vont pouvoir les mettre en cellule pour plus tard. Et donc lui, il arrive au quartier des arrivants. Il a un nom à consonance orientale. Et donc ils l'ont mis avec un jeune tatar musulman qui, en fait, en réalité, était complètement radicalisé. Il faisait ses prières dans la cellule tout le temps, etc. Il écrivait des prêches islamistes sur les murs. Et il voulait convertir absolument le détenu avec qui j'avais discuté. Et donc il a pu changer après de cellule en écrivant un courrier à ses parents, parce que vous savez, les courriers sont tous relus par les surveillants pénitentiaires. Bien sûr, par les surveillants. Donc il avait pu être changé de cellule. Et puis après, il avait été avec un trafiquant de drogue lyonnais qui avait été arrêté avec de la Kalachnikov et de la drogue. Et là pour le coup, la cohabitation c'est mieux passé. Mais oui, la violence, elle est partout. Ceux qui sont principalement visés, évidemment, il y a ceux qui sont arrêtés pour viol et agression sexuelle. Eux, ce sont vraiment les boucs émissaires des prisons, et puis les surveillants pénitentiaires qui, à chaque fois qu'ils ouvrent une cellule, ne savent pas sur quoi ils vont tomber, parce qu'il y a des draps partout, il y a de la nourriture partout, parce que les détenus peuvent continuer. Et donc il y a des draps, ils savent pas si... Là, il y a un surveillant pénitentiaire qui me racontait qu'un de ses collègues avait été aspergé d'eau bouillante.
Donc parce qu'il risque d'avoir eu des agressions. Exactement, et en fait ça c'est quasi quotidien. Et lui, celui qui était en Normandie, le surveillant pénitentiaire de Normandie, me racontait, en fait moi j'ai été passé à tabac dans une cellule avec un détenu parce que le détenu voulait pas manger, en tout cas on devait le livrer directement dans la cellule. Il avait été passé à tabac, il a été complètement lâché par l'administration pénitentiaire et par la direction, parce qu'en fait c'est le pas de vague qui prime, c'est on achète la paix sociale, donc ça donne lieu aussi à ça, à des gens qui les choses parce que on a peur un peu que... Et en fait la paix sociale concrètement comment elle se mesure aussi par des surveillants pénitentiaires qui sont obligés de rentrer un peu dans le trafic des détenus. Il me racontait qu'il y avait beaucoup d'agents qui faisaient des petits commerces avec les détenus et qui s'étaient fait attraper, donc forcément ils avaient été mis à pied. Même corruption, pour rien, corruption à bas niveau. De la corruption pour rien du tout. C'est lui, en l'occurrence, il ramenait de l'alcool le soir après ses heures de service aux détenus. Oui, c'est quand même... J'encourage vraiment à lire ce dossier de l'incorrect, parce que effectivement, on parle des prisons, d'augmenter les places de prison. On va en parler quelques minutes encore avec vous, André Gabin, après une toute petite pause, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que disent en tout cas les gens qui sont effectivement dans l'action et dans le réel. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et avec Vendry de Guerpel, journaliste au magazine L'Incorrect, on essaie de décrypter justement ce qui se passe dans les prisons d'aujourd'hui, les prisons françaises d'aujourd'hui, et ce qui va se passer demain, parce que, on va construire, dit-on, mais ça fait des années qu'on le dit, voire des décennies, 15 000 places supplémentaires. Mais au fond, on dit aussi, alors de temps en temps, ça revient, mais c'est pas possible. Comment il y a des salons de massage où presque on vient masser. Il y a la prison devrait être quelque chose quand même de sanction et quelque part, alors sans exagérer, parce qu'il y en a qui disent que c'est un hôtel, faut quand même pas exagérer et dire n'importe quoi. Mais enfin, il y a, et vous l'avez montré, par rapport aux drones, par rapport au trafic, par rapport à tout cela, par rapport à la violence, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est le moins que l'on puisse dire. Et beaucoup se plaignent que ce soit effectivement les surveillants, que ce soit les agents pénitentiaires, que ce soit les anciens détenus. Et au fond, ce que vous avez retiré de cela, Vendry de Guerpel, dans cette enquête, c'est quoi? C'est que la marmite bout, sans dire elle est prête à exploser, mais elle bout vraiment. Et comment on s'en sort? Que vous disent les gens qui sont sur le terrain et pas les théoriciens de plateau? Moi, je vais vous faire un peu la métaphore qu'on m'a sortie quand je suis allé discuter avec un agent pénitentiaire qui me disait en fait une prison ça marche comme une cité. En réalité, c'est que il y a une concentration de problèmes, de maux, etc. Qu'on peut voir dans la société. Et autour de ça, on a des policiers et là, en l'occurrence, des agents pénitentiaires qui sont complètement débordés, qui n'arrivent pas à faire en sorte que ça s'arrête, que tous les trafics et la violence s'arrêtent. Et donc, en fait, c'est un peu comme une cité. Maintenant, ce qui est assez dingue aussi dans les prisons, c'est qu'on a la possibilité, quand on est en détenu, d'avoir énormément d'activités. Il y a dans une prison, la prison de Réau, il me semble, il y a eu des cours d'équitation. Ça, ces cours d'équitation, je suis pas sûr que ça permette de faire ramener le calme dans une prison. On a la possibilité, effectivement, vous l'aviez évoqué, des massages. Bon, alors c'est pas non plus le Club Med, parce que ça reste assez rare. Mais tout de même, il y a quand même un climat qui est de fait, comme il est laxiste, on se sent un peu tout permis dans une prison. Surtout quand on est un jeune garçon qui a été arrêté plusieurs fois pour des faits soit de trafic de stupes, soit de vol. Soit de... 96% des détenus sont des hommes. Hein. Oui, bien sûr. 96%, bien sûr. Complètement, que des hommes. Il y a 24,5% de la part d'étrangers. Donc c'est des gens qui sont un peu de tout permis. Et quand on a été arrêté, qu'on doit purger sa peine et qu'on est dans une bonne volonté de vouloir se réinsérer après dans la société. Oui, il y en a. Il
faut le dire, mais c'est super dur. C'est super dur déjà parce que l'administration ne peut pas tout faire pour vous aider, parce que pour travailler, pour trouver un logement, etc., c'est très très dur. C'est fait pour ça, c'est l'isolement social, la prison. Donc quand on respecte les règles, etc. C'est encore autre chose et c'est pas facile. Bah oui, c'est pas évident et il y a très peu de place dans les prisons pour travailler. Et donc tout ce système qui est un peu chancelant permet aussi tous ces débordements qu'on connaît, cette situation qui est à mon sens catastrophique. Et quand on voit Gérald Darmanin qui propose d'ouvrir plus de places de prison, mais de le faire dans des espèces de, c'est pas des mobil-homes, c'est comme ce qu'il y a sur les chantiers, vous voyez les petites maisons en préfabriqué. Moi je suis assez sceptique quand j'entends cette réponse politique. Bon après je comprends qu'il y ait une surpopulation carcérale, mais voilà, donc tout ça, je pense que c'est un système qui doit être revu depuis le début, depuis l'origine, et d'essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Et sans aller jusqu'aux solutions à la Salvador, à la Nayib Bukele. Je pense qu'on n'est pas, on n'est pas une civilisation qui voit tout à fait la même chose, qui a tout à fait la même opinion que Bukele, oui, bien sûr. Mais, en tout cas, il y a du pain sur la planche. Il y a un juste milieu, ouais, bien sûr. Merci Vendry de Gerbel. Merci André Berkoff. Je rappelle l'incorrect Tall Story. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Plongé dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours. Eh oui, Paris sera toujours Paris, c'est vrai. Enfin, des esprits grincheux qui disent que ça ne va pas, du tout. Mais enfin, ils exagèrent. Serge Wetherbouche, bonjour. Bonjour André. Vous êtes et merci pour cet hommage à Maurice Chevalier. Eh oui, oui, quand même, absolument. Vous êtes haut fonctionnaire séiste, vous connaissez bien Paris, vous y avez œuvré. Et alors, c'est vraiment intéressant, voilà, c'est que on a constaté que à élection municipale dans un an, pratiquement. Alors les candidats sortent un peu partout, on le dit. Et mardi 26 novembre, Anne Hidalgo, qui est, je rappelle, mairesse de Paris, comme vous voulez, depuis 2014, assurait avoir des comptes à l'équilibre. La preuve sur elle, ils sont certifiés par un commissaire aux comptes et validés par les agences de notation. Or, on sait que la dette de la ville a plus que doublé depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo. Elle est passée de 4, je rappelle, à près de 10 milliards d'euros. 9,5 milliards d'euros, c'est quand même pas mal. Dette de Paris. Alors, effectivement, on peut parler beaucoup, mais justement, on va peut-être faire un bilan, déjà, Serge Wetherbouche, c'est pas mal. Parce que 2014-2025, pratiquement 10 ans, un peu plus de 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, au fond, aujourd'hui ? Tous les Parisiens, tous ceux qui visitent Paris, etc., s'aperçoivent d'un certain nombre de choses, mais faisons un bilan, faisons un audit, comme ça, rapide, froid et objectif. Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas commencer l'audit quand Hidalgo est devenu maire en 2014, mais quand Delanoë est devenu maire en 2001, parce que maintenant, ça fait quand même une profondeur de 24 ans, ça fera 25 ans, pratiquement de règne du Parti socialiste à Paris et de ses alliés écologistes et communistes. Donc c'est à cette aune-là, avec ce critère-là, qu'il faut apprécier les choses. Et là, par exemple, la dette, elle n'est pas passée de 4,5 milliards à 9 et quelques milliards, comme le prétend Hidalgo, mais elle est passée de 1 à 10 milliards, et encore. Vous voulez dire, si on prend depuis 2001, c'est un décuplement. Parce qu'il n'y a pas de dette avant. Il n'y avait pratiquement pas de dette, c'était 1 milliard à la fin de Tibéri. Donc c'est un décuplement de la dette. Si la dette de l'État avait suivi le même chemin, on serait, pourtant elle est déjà considérable en France, et on en serait pratiquement à 10 000 milliards, c'est-à-dire qu'on aurait le FMI à tous les coins de rue. D'accord, il faut mesurer un peu la dégradation. Alors pourtant que la fiscalité a été lourdement augmentée, très lourdement augmentée par Delanoë et ensuite Hidalgo, et que il y a eu aussi la divine surprise des frais de notaire. Bon, donc tout ça, ça compose un tableau catastrophique de la situation. Et pour résumer les choses, depuis 2001... la divine surprise des frais de notaire, rappelez. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est-à-dire les droits de mutation sur les transactions immobilières, pour parler donc le droit fiscal, eh bien, ont considérablement augmenté parce qu'il y a eu une hausse
du montant, enfin du prix de l'immobilier à Paris. Voilà. Oui, et ça a été une manne pour la mairie pendant des années, pendant plus de 15 ans. Donc ils ont réussi à foutre en l'air une situation financière alors qu'ils avaient des conditions extrêmement favorables. Et ça, on n'en est pas là. Pourquoi est-ce que Hidalgo cherche à se carapater de Paris? C'est aussi parce qu'il y a de la dette cachée. Donc, bon, ça c'est un peu plus technique, mais dans les bilans des sociétés d'économie mixte, dans les bilans des offices de HLM, sur la capitalisation des loyers, par exemple, dans les HLM, ils ont réussi à, en fait, dissimuler l'endettement. Donc la situation budgétaire est pire que celle que bien pire. Ouais, et pour ses successeurs, quels qu'ils soient, il y aura un vrai sujet. Et quand elle dit on a la certification d'un expert comptable ou des agences de notation, et puis quoi encore, ça serait le contraire qui serait étonnant pour la comptabilité et tout ce qui doit être vu par la Chambre régionale des comptes ou la préfecture. De toute façon, c'est une obligation légale. Et puis surtout, quand les agences de notation limitent pour l'instant la dégradation de la note, ils le font sur quels critères? Ça a été comme ça aussi pendant longtemps pour la France. Ils le font sur le critère du fait qu'il y a encore une possibilité d'accroissement des impôts. Alors ils disent, puisqu'elle peut encore tondre davantage les Parisiens, eh bien on va pas la dégrader tout de suite. Donc en réalité, moi je dirais, pour en résumer, puisque tu veux qu'on résume d'une phrase la situation, elle a réussi un prodige géographique, Anne Hidalgo, c'est-à-dire qu'elle a fait couler la Bérésina au centre de Paris plutôt que la Seine, et donc on est dans une situation très difficile du point de vue financier. La Seine, elle a quand même dépollué la Seine, ça nous a coûté 1,4 milliard d'euros. Oui, sauf elle n'est pas dépolluée, la Seine? On a appris que les compétitions là pourraient pas se tenir cette année ni l'an prochain dans la Seine. Tout ça a un coût extravagant, parce que, 1 milliard et quelques d'euros, 1,5 milliard d'euros, il n'y a pas que la ville qui a payé, il y a l'État aussi, mais il y a aussi, il y a également la ville. C'est une charge budgétaire très lourde. Pour quel intérêt? Donc, on se goberge pendant les Jeux Olympiques, pendant un défilé, etc. Ça dure 15 jours, 3 semaines, c'est la fête, comme il disait, et puis après la fête, les lampions s'éteignent, et puis ensuite, il y a les factures qui restent, il y a les violons du bal à payer, comme disait Brassens. Donc, voilà, on est face à des démagogues, et le bilan d'Anne Hidalgo ne concerne pas, d'ailleurs, son bilan négatif n'est pas que budgétaire, loin s'en faut. Alors dans justement, tous les domaines. on va en parler parce que justement, puisqu'on fait l'inventaire, Serge Federbusch, alors c'est intéressant parce que on a vu alors, il faut en parler un peu, la végétalisation, le champ de Mars, je le dis, alors c'est les personnes, les pissotières du rond-point des Champs-Élysées, on appelle ça des fontaines, et puis alors, merveilleux, la rue de Rivoli, par exemple, les voitures, on ne veut plus des voitures, la rue de Rivoli avec un passage voiture et 3 couloirs, trottinettes, bicyclettes, etc. En fait, c'est quoi? Elle veut vraiment, à votre avis, débarrasser Paris de ses voitures? C'est quoi c'est quoi l'idéologie? C'est de la communication avec une volonté punitive. Anne Hidalgo, elle est moins naïve, beaucoup moins naïve et sotte que on a envie qu'elle le soit pour trouver une explication simple au problème qu'on a. Non. En fait, c'est une machine à compter les voix. Elle fracasse, par exemple, les propriétaires du point de vue fiscal et en épargnant au maximum les locataires, en faisant au maximum de logement social, parce qu'elle sait que c'est sa clientèle. Elle a verrouillé un certain nombre d'arrondissements. C'est pour ça que la réforme a voté du statut, donc PLM, la rend folle, la rend dingue, parce qu'ils ont verrouillé le système électoral de telle manière qu'ils sont à peu près sûrs d'être réélus. Dans certains arrondissements. Oui, parce qu'il faut rappeler que dans Paris, Lyon, Marseille, on vote pour son maire d'arrondissement et pas pour le maire de la ville. Il y a des listes par arrondissement, ensuite tout ça se réunit au Conseil de Paris. Donc il y aura sans doute une réforme, il faut espérer qu'elle soit votée, et ça rebattra les cartes. Et elle veut pas de ça, parce qu'ils ont verrouillé le 18e, le 19e, le 13e, le 20e, et aussi en partie le 10 et le 11, en grande partie pour les premiers arrondissements que j'ai cités, grâce au logement social. Donc c'est un système clientéliste, et c'est un système clientéliste et communautariste très efficace qui tape sur ceux qui ne votent pas pour elle. Les automobilistes ou les commerçants ne votent pas pour elle. Donc elle y va franco, et elle fait des choses punitives et qui se voient. L'important, c'est que ça se voit. Donc on dilate complètement les pistes cyclables de manière complètement inutile pour, c'est de la maltraitance pratiquement vis-à-vis des scooters, des motards et des automobilistes, mais elle s'en moque, puisque de toute façon ils votent pas pour elle. Donc il y a un grand cynisme, vraiment un grand cynisme derrière tout ça. Il y a des Parisiens qui peuvent voter pour elle parmi les automobilistes, etc. Mais la plupart des automobilistes parisiens, de ceux qui peuvent encore se payer une voiture, eh bien votent plus pour elle depuis longtemps. De la même manière que les propriétaires, ceux qui sont encore propriétaires de leur logement, ne votent plus pour elle. Il faut voir que le 16e et le 17e arrondissement, là où finalement dans le 16e elle n'a jamais cru, et dans le 17e
ils ont renoncé à faire élire des maires de gauche, eh bien, c'est les 2/3 pratiquement de la masse fiscale parisienne aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est eux qui payent, quoi. Mais voilà, c'est ça. Bon, ils payent les coups de fouet qu'ils reçoivent. Donc c'est tout bénef pour Hidalgo et sa bande. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est derrière son attitude. Et elle a mis en place, après dans la foulée de Delanoë, un système clientéliste, communautariste, qui est rudement efficace, parce qu'en plus il s'appuie sur la communication. Le service de communication de la mairie est gigantesque, et ils arrivent à avoir des communiqués prémâchés extrêmement efficaces, extrêmement réactifs. Bon, ils sont beaucoup plus efficaces pour faire de la propagande que pour nettoyer les rues de la ville, c'est sûr. J'allais dire, écoutez, on voit très bien, on ne va pas parler les rats côté du Champ de Mars, etc., dans certains quartiers, on se dit, on ne sait pas où on est, quoi, dans quel pays on est, etc. Mais je voudrais quand même rappeler ceci. Et puis la limitation de vitesse. À des moments, c'est formidable. À Paris, c'est 30, puis c'est 50. Et puis alors, chef-d'œuvre, le périphérique à 50 km. Parce que elle dit, c'est au nom de la dépollution, hein, on va réduire les effets de gaz à effet de serre. Mais à 50 km le périphérique, ça donne quoi? Mais bon, d'abord, ça donne rien. C'est quelque chose. Bon, c'est limité à 50 entre deux radars parce que les gens s'adaptent très vite. Hein. Et puis surtout, c'est complètement fondé sur des mensonges. Elle expliquait à un moment qu'il y avait 6000 morts à Paris du fait de la pollution aérienne. Mais s'il y avait 6000 morts, ça serait beaucoup plus que les morts lors du Covid, par exemple. Ça serait on ne parlerait que de ça, matin, midi et soir. Ouais. Matin, midi et soir. C'est du baratin. Quand on creuse les chiffres, moi je l'avais fait dans la campagne 2020, on se rend compte que c'est peut-être une espérance de vie réduite de quelques semaines pour quelques centaines d'individus, et tout ça n'est pas prouvé à partir de références complètement bidons sur la pollution dans la haute montagne, etc. Ce sont des menteurs patentés. Le mensonge est la clé, en fait, de leur outil de propagande. Il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire du tout à des gens de bonne foi. Sur le périphérique, c'est un mensonge. Elle parle de forêts urbaines. Les forêts urbaines qu'elle a soi-disant fait dans le 14e arrondissement, ou sur la place de l'ex-place de Grève, ex-place de l'Hôtel de Ville, donc face à l'Hôtel de Ville. Mais c'est risible. Ça n'est aucunement une forêt. Donc on est dans la com, on est dans le punitif, et on est dans le cynisme. Je crois que ce sont vraiment les maîtres mots de ce qu'elle a été, de ce que ses successeurs désignés, son successeur désigné voudrait faire. Moi j'appelais ça la gauche coquelicot, la gauche communautariste, clientéliste et communicationnelle. Bon, et je crois que ça résume assez bien ce qu'a été l'héritage d'Hidalgo, avec une dette énorme, un gaspillage énorme, parce que entre la hausse de la fiscalité, la hausse de la dette et la hausse des droits de mutation, donc des droits de notaire qui ont été gaspillés. La taxe foncière doublée, voilà. etc. Mais tout ça sur 21 ans, ça fait 150 ou 160 milliards d'euros. C'est colossal. On aurait pu faire des choses bien plus efficaces avec ça. C'est colossal, et les gens ne se rendent pas compte. Ils sont abreuvés de propagande par la mairie du matin au soir, et la mairie qui va mano in la mano, d'ailleurs avec certains grands groupes de communication. Donc ça va, à votre avis, continuer en 2026 ? Non, j'espère. Il y a des changes. Vous allez vous présenter, vous, Serge Federbusch ? On va voir comment de faire une campagne innovante, fondée. Moi, en tant que tel, j'ai pas spécialement envie d'être tête de liste à Paris. J'ai fait des efforts énormes en 2020. Ça a été quelque chose de très fatigant. Vraiment, c'est une campagne très difficile. Les municipales parisiennes, il faut trouver plus de 500 candidats avec la parité. Je crois que beaucoup de partis ne se rendent pas compte de la difficulté que ça peut représenter. Oui. Donc, je vais essayer avec des gens plus jeunes que moi et qui ont un enthousiasme, un dynamisme peut-être plus grand. En tout cas, vous ne considérez pas que la partie est perdue. Je ne parle pas non, parce que justement, si le mode, espérons, croisons les doigts pour que Bayrou et son gouvernement ne tombent pas avant le vote de la réforme de la loi PLM, parce qu'il y a un risque que Bayrou soit renversé avant, auquel cas, eh bien, ça sera foutu pour la réforme de la loi. Si la réforme est votée, il y aura un collège électoral unique pour les conseillers de Paris qui désignent le maire. Ça peut rebattre les choses parce que en fait, justement, le verrouillage de certains arrondissements sera dilué dans la réalité parisienne qui est plus large. Et aujourd'hui, la voix de quelqu'un du 16e, du 17e compte beaucoup moins que celle de quelqu'un du 19e, du 20e, du fait du mode de scrutin. Bon, ou du 11e, 10e en particulier, encore plus. Mais ça pourra changer. Parce qu'il y a un vrai mécontentement. Et si
l'opposition se mue en une opposition réelle, pas une opposition de Sa Majesté, pas une opposition de courtoisie, eh bien, je pense qu'on peut convaincre les gens d'abord de se réinscrire sur la liste électorale. Tous les Parisiens qui ont leur résidence ici ou là, eh bien, moi, je leur dis, revenez vous inscrire, et puis, on pourra, alors, les mots sont forts, mais tu me les pardonneras, on pourra botter le cul aux rejetons d'Hidalgo et les sortir de la mairie. Il y a une possibilité encore. Donc, il ne faut pas désespérer, et c'est vital pour notre ville. Eh bien, écoutez, il faudrait que Paris redevienne Paris incontestablement. En tout cas, Anne Hidalgo peut venir, évidemment. Elle est tout à fait invitée pour répondre à ce que dit Serge Betterbouche. En attendant, on aimerait vraiment que Paris redevienne Paris, comme chantait Mistinguett et Maurice Chevalier. Merci. Merci. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qui a dit, ces pays nous appellent pour nous lécher le cul. En américain, c'est kiss my ass. Yeah, those countries, yeah, they call us and they want to kiss my ass. C'est évidemment Donald Trump, type qui parle plus vite que son ombre. Eh bien, la dernière sortie de Donald Trump, lors d'un dîner avec des caciques du Parti républicain, a fait un tollé à travers le monde. Comment il peut parler comme ça? Mais chez nous, ça a fait réagir une de nos anciens députés et ministres. Et vous allez voir comment elle a réagi avec sa French touch. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ah, le cul, qu'il soit couvert ou qu'il soit nu, qu'il soit épilé ou barbu, les Timorés sont tous vaincus. Il y a Elvire qui ne manque pas de panache. Voilà, Pierre Perret, le cul. Alors effectivement, Roselyne Bachelot était sur BFM TV vendredi soir et on l'a interrogée sur la phrase Donald Trump en disant tous les pays, là, les 70 pays, ils arrivent après mon tsunami sur les tarifs douaniers, eh bien ils arrivent tous pour nous dire s'il vous plaît, Donald, s'il vous plaît, et ils viennent me lécher le cul. Et on a interrogé Roselyne Bachelot. Écoutez. Mais lui, ce qu'il entend, c'est négocier au cas par cas, à la carte, en fait, si vous voulez. Tous ceux qui viennent lui lécher le cul, c'est les ça. 75 pays qui ont C'est l'expression qu'il a eue, effectivement, il y a quelques heures, en disant qu'on allait lui... lécher le cul. Voilà, les 75 pays qui voulaient négocier avec Roselyne le dit, ça passe tout seul. Ça passe mieux quand c'est Roselyne. Non, mais, si vous voulez, Si j'étais un journaliste italien, c'est la première question que je poserais à Madame Giorgia Meloni après son... Est-ce que vous allez lui... Non, mais est-ce que... Quel goût a le cul de Donald? Écoutez, d'ailleurs, vous avez vu avec quelle espèce de jouissance notre chère Roselyne Bachelot parle du cul. Elle répète 3 fois lécher le cul. Et alors, c'est quand même intéressant. Elle dit, si j'étais Giorgia Meloni, si j'étais une journaliste interrogeant Giorgia Meloni, quel goût a le cul de Donald Trump? Oui, bon... Qu'est-ce qu'on peut dire, Et c'est effectivement d'une classe folle. C'était effectivement, ça relève, c'est bien, ça relève le niveau des discussions politiques qui en général volent au ras des pâquerettes. Là, au moins, on passe à autre chose. Mais vous savez, il y a tellement d'hommes et de femmes politiques qui passent leur temps à justement lécher. Qu'on pourrait se poser, vous savez, c'est une question qu'on pourrait faire à un référendum, de quel cul, soit de président, soit de premier ministre, soit de haute autorité, quel goût a ce cul-là? On pourrait peut-être faire un référendum, vous ne croyez pas, chez un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, ce serait intéressant. D'ailleurs, je poserai la question à Roselyne Bachelot quand je la verrai, et puis je ne manquerai pas de vous en faire état, chers auditeurs, chers résistants de Sud Radio. Enfin voilà, le cul est devenu une matière politique, mais est-ce vraiment nouveau ? Bon, je ne sais pas si c'est un sujet que vous aborderez avec David Lisnard dans un petit instant. Sûrement pas. Peut-être pas. David Lisnard qui est votre invité en deuxième partie d'émission. Je rappelle qu'il est maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie et de l'Association des maires de France. Si vous souhaitez lui poser une question, le numéro est toujours le même, 0826 300 300. Et puis n'hésitez pas à réécouter les émissions d'André Berkov en podcast sur YouTube, Spotify, sur le site internet de Sud Radio. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Sud Radio qui a dépassé, je crois, le 1 million d'abonnés très récemment. Bravo à tous. Voilà, on se retrouve dans un petit instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
on se demande effectivement où va la France. Un auteur, un écrivain, un essayiste, qui est en même temps maire, qui est en même temps président de l'Association des maires de France, a publié un livre, Ainsi va la France, aux éditions de l'Observatoire. Et je suis très heureux de le recevoir parce que ce qu'on a envie de faire, vous voyez, c'est pas du tout de parler des échéances électorales et de dire qui sera président dans 2 ans et qui va gagner aux élections du LR, tout ça, c'est très très important. Mais c'est peut-être plus important encore, justement, en se demandant qu'au Vadis France, non seulement où on en est, mais qu'est-ce que veut dire, et sans faire de la philosophie, que veut dire la politique? Que veut dire le politique? Que veut dire un homme d'État? Que veut dire faire de la politique en 2025, à l'heure où on sait ce qui se passe dans les bouleversements, dans les technologies des plats qui bougent de Russie à Washington en passant par l'Ukraine, le Proche-Orient et ailleurs. Et on a vu comment la Chine, comment tout cela se met en branle. À l'heure aussi où effectivement beaucoup de gens, y compris en France, ne savent plus où ils habitent, ne savent plus quels repères, ne savent plus quelle est leur identité. À l'heure aussi où ce n'est plus un sentiment d'insécurité, mais l'insécurité qui règne. Quel est le rôle? Et c'est très 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 important parce qu'on dit on vote pour des personnes, hommes et femmes, qui nous représentent. Qui nous représentent et qui doivent faire ce que nous n'avons pas le temps de faire, puisqu'ils sont là pour ça. La démocratie représentative. On ne va pas faire un discours effectivement philosophique, mais quand même la philosophie appliquée. Et David Lisnard, vous êtes à la fois homme politique, vous êtes maire, vous êtes donc un politique de proximité, c'est très important. Et je voulais un peu avoir m'entretenir avec vous du fait que on voit très bien ce qui se passe. Très rapidement, on voit à partir du moment où ce qui se passe avec l'Algérie, vous savez, les renvois de 13 membres de l'ambassade de France à Alger, les tensions, les déclarations du président de la République, etc. Et cette espèce et ça c'est et vous le savez mieux que moi, le tout médiatique, le tout réseau, etc. qui fait que 24 heures sur 24, on est bombardé de cela, et la distance et le temps, où est-il à partir du moment où Trump parle 24 heures sur 24, où Poutine, lui, se tait mais n'en pense pas moins et n'agit pas moins. Donc je voudrais savoir vraiment, la première question, c'est pour vous, c'est quoi faire de la politique? C'est une excellente question. C'est d'abord gérer la cité, c'est l'étymologie de la politique, donc c'est gérer le groupe, mais c'est pas simplement ça, c'est aussi le projeter. Donc la nation. Moi, ça renvoie à une notion que je suis parti de la pratique. Moi, je suis inductif, quoi. Et ensuite, j'essaie c'est ce que je dis dans le livre aussi, dans Ainsi va la France, mais d'essayer de conceptualiser un petit peu ça pour donner du sens. Et c'est faire en sorte que l'individu qui constitue la nation soit le plus possible souverain, libre de ses choix, je résume ça en disant propriétaire de sa vie, d'où le rôle de l'instruction qui était essentiel, le rôle d'accès à un revenu correct et digne, et notamment pour les personnes qui rentrent sur le marché du travail, les plus jeunes, les travailleurs dits pauvres, etc. Mais aussi de projeter le groupe. Donc faire de la politique, c'est voir ce que l'on accepte de transférer à la puissance publique, à l'État, pour nous protéger et pour nous projeter. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question qui est très large, et puis pour parler clair, moi je suis le maire de ma commune, donc j'ai reçu un mandat. Je suis un habitant parmi les habitants, mandaté par les habitants. En tant que maire, on est forcément un praticien. C'est ce qui fait qu'on se retrouve au-delà des postures, quoi, de gauche, de droite, du centre. On est face à des réalités, on est forcément réaliste, pragmatique. Bon. Mais parallèlement, moi, je suis père de famille. C'est pas un jeu de mots, je suis père et mère. Vous n'êtes pas enfant. Voilà. Et tu donc, honoreras ton père et ton mère. Voilà, et je le dis souvent, c'est-à-dire que j'ai ma fille aînée qui va avoir 30 ans, j'ai mon dernier qui a 14 ans. Et j'en ai un quatrième qui est le fils de ma femme. J'ai envie que mes enfants puissent eux-mêmes se projeter en France. C'est un espoir français. Se dire, je vais vivre dans un pays où je serai en sécurité, mes garçons, mes filles, qu'elles puissent se balader où elles veulent, habillées comme elles le veulent,
mais pas simplement en sécurité, aussi en liberté. Parce que la sécurité est une condition sine qua non de la liberté, mais elle n'en est pas une définition, elle n'en est pas une réduction, parce que dans les régimes dictatoriaux, on peut être en sécurité, mais on n'est pas libre. Donc de pouvoir faire des choix de vie. Et quand je vois comme notre pays qui est merveilleux, la France est d'une beauté dans ses paysages, même si certains ont été dégradés, on a des sublimes paysages, on a un peuple qui est créatif, on a la créativité, qui est pour moi la valeur essentielle au XXIe siècle, au siècle de l'IA, la créativité c'est essentiel. Et parallèlement, ce gâchis français, je l'accepte plus. Donc moi, si je fais de la politique, c'est pour faire rayonner, pour contribuer à faire rayonner le pays, pour gérer la collectivité dont j'ai la responsabilité qu'est la mairie, et puis pour essayer de participer à un effort civique qui est la responsabilité dans le groupe, pour que nos enfants puissent eux-mêmes avoir envie de faire des enfants en France et dire que leurs enfants et leurs petits-enfants vivront dans un pays libre, rayonnant, prospère. Et pour ça, il faut changer radicalement de politique publique en France. Voilà. Alors justement, on en parle parce qu'on voit très très bien, et ce que vous exprimez, c'est je ne dis pas un vœu pieux, mais un souhait tout à fait légitime, et je crois qu'il est tout à fait partagé. Maintenant, on voit, par exemple, et vous le savez, c'est pas nouveau, le baromètre Cevipof, par exemple, sur les Français et les politiques. 74% des Français indiquent ne pas avoir confiance dans la politique, 74% estiment que le personnel politique est corrompu, chiffre progressant de 6 mois en une année, 68% des Français pensent que le gouvernement de François Bayrou est illégitime. Bon, ça c'est une question d'actualité, mais au-delà de ça. Et puis à côté, il y a aussi le maire, qui est la personnalité politique qui s'en tire le mieux. 61% des Français font confiance au maire, à la fonction de maire ou à leur maire. Et puis on voit quoi ? Et c'est là où, effectivement, les terrifiants pépins de la réalité dont parlait Jacques Prévert. Fontenay-aux-Roses, une enseignante de collège a été agressée la semaine dernière alors qu'elle accompagnait ses élèves sur un terrain de sport municipal. Les Framoisins, à Saint-Denis, une trentaine d'individus, tous vêtus de noir, ont attaqué des policiers municipaux qui poursuivaient un jeune pour rue urbain. Les deux voitures policiers municipales ont dû fuir, effectivement, sur les 30 qui les caillassaient. À Saint-Ouen, les parents d'une école maternelle ont voté pour délocaliser l'établissement à cause du trafic de drogue qui sévit aux alentours. Ce ne sont pas les narcotrafiquants qui s'en vont, mais les écoliers et les parents d'écoliers, etc. Villeurbanne, aussi, un homme portant une étoile de David a été violenté en tête en salle juif, les coups de couteau par-ci, les trucs par-là. Et cette espèce de couple infernal, je dirais incestueux, entre la violence des uns et l'impunité de ces mêmes uns accordés par certains, c'est aussi une réalité. On parlera aussi d'économie ensuite et du pouvoir d'achat, bien sûr, qui est très important. Mais David Lisnard, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fonde que les gens se demandent où ils sont ? Et en fait, dans quelle étagère, si je peux me permettre ce jeu de mots lacanien ? Aux courges. Mais vous avez bien exprimé, parce que d'ailleurs les faits que vous citez, qui sont plus des faits de société que des faits divers, il y a une réalité qu'on retrouve y compris en statistique. C'est-à-dire que en moins d'une dizaine d'années, les agressions sur la voie publique ont augmenté de quasiment 70%. Donc c'est une réalité. En moins de 10 ans. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas un biais statistique. Les tentatives d'homicide et les homicides, il peut pas y avoir de biais statistique là-dessus, qui diminuaient historiquement. Alors, certains disent que c'est depuis le Moyen-Âge que ça diminue, mais enfin les statistiques au Moyen-Âge et à la Renaissance et sous l'Ancien Régime, je pense qu'elles étaient limitées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les dernières décennies, sur le XXe siècle, ça a diminué. Bon. Et là, ça augmente depuis maintenant 12 ans. De façon assez forte, souvent liée au trafic de drogue. Donc il y a une réalité à la fois d'agrégation de faits qui font des réalités statistiques, et derrière il y a des réalités humaines. Et ça renvoie à votre première question, c'est-à-dire que la politique, l'État a été inventé, la politique c'est l'organisation de l'État, de la puissance publique. Et l'État... Et la protection des citoyens. L'État a été inventé pour la protection. L'État a été inventé, l'homme étant un loup pour l'homme, pour la sécurité intérieure, la sécurité vis-à-vis des invasions extérieures. Ça a été inventé pour cela. Donc quand l'État est défaillant sur cette mission-là, on est dans une crise politique majeure. Et c'est cette impuissance publique, malgré la qualité des fonctionnaires, parce qu'on a une bonne fonction publique. Tout à l'heure, vous disiez des chiffres. On a une classe politique qui est peu corrompue.
contrairement à ce que peut-être beaucoup pensent en écoutant, il y a de la corruption, mais si on se compare dans le temps et dans l'espace, c'est plutôt sain, même s'il y a des contre-exemples tous les jours, mais il y a beaucoup plus de contrôle qu'avant, etc. Bon, même parfois c'est même délirant. Juste un mot par rapport à ce qu'on voit avec Elon Musk et ce qui se passe aux États-Unis, c'est hallucinant. Et là, avec de l'enrichissement immédiat sur des décisions, et bon. Donc là-dessus, le problème, c'est que l'impuissance publique, pour moi aujourd'hui, elle est la première cause de la crise de la démocratie. On parle souvent de crise de la représentation, c'est plus une crise de l'exécution. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé entre le monde du privé, d'où je venais, du commerce, et la chose publique, où je vois des gens de grande qualité, je veux dire, il ne faut pas tomber dans la facilité, mais c'est ce manque de sens des échéances. De l'évaluation. Des temps longs, quand vous dites échéances. Des échéances, mais même des échéances. On met un objectif, on le respecte. Si on ne le respecte pas, il faut comprendre pourquoi. Moi, quand j'avais des magasins, quelles que soient les difficultés qu'on a affrontées, on en a affronté, Dieu sait qu'on en a affronté, on ouvrait le magasin, on fermait le magasin. Voilà, c'est comme ça. Alors, comparaison ne vaut pas raison. Mais ce sens, et si vous voulez, et plus vous allez au plan national, plus ça devient un théâtre d'ombre, où on voit des séquences de com'. Si on reprenait toutes les annonces qui ont été faites de façon très martiale depuis 5, 6, 7 ans et qu'on regardait la réalité des choses concrétisées, mais ce serait affligeant. Le plan machin, le plan haut, le plan vélo, le plan ci, avec une photo, un truc. Et ça, c'est terrible, parce que ça détruit la confiance. Et je pense qu'on est vraiment au bout, moi, de l'État-providence, au bout d'un système hyper centralisé, qui organise son propre échec, et qui en arrive donc à être un État qui en arrive à être fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est ce que j'ai beaucoup d'exemples dans le livre là-dessus. Et il y a vous savez, il y a une constance, c'est que quand la puissance publique, quand l'État, on dit l'État pour résumer, n'arrive plus à sanctionner l'abus, il pénalise l'usage. Ça veut dire quoi ? Qu'on multiplie les démarches, les procédures, les contrôles a priori, les autorisations préalables. Moi, je l'ai vu en collectivité. Je suis maire depuis 2014, mais avant, parallèlement à mes activités privées, j'étais adjoint au maire. Je cite souvent cet exemple, il y a plus de 20 ans, quand on lançait un projet, on faisait venir les financiers, les juristes, quand on en avait, etc. Oui. Et les entrepreneurs, on regardait ce qui était interdit, et on lançait le truc. Maintenant, on cherche ce qui est autorisé. On est passé d'un régime de responsabilité. L'autorisation et l'exception, quoi. C'est ça. Oui, mais non, mais c'est même plus que ça. C'est qu'il y a beaucoup d'actions qui ne devraient pas nécessiter d'autorisation. Donc, il est temps que l'État s'occupe de ce pourquoi il a été inventé. Donc, c'est la justice au sens large du terme. C'est-à-dire le régalien, avant tout. Et l'aménagement du territoire qui pour moi en fait partie parce que c'est l'égalité des chances territoriales comme il y a l'égalité des chances pour les individus, je suis pour le mérite. Et puis il faut prendre acte aussi d'une sorte... On a besoin d'élites, moi je déteste les discours contre le principe des élites, en revanche il faut prendre acte qu'on est au bout d'une forme d'élite qui est très endogamique aujourd'hui, qui est très consanguine pour parler encore plus simplement, et qui est très conformiste. Et je cite souvent cette phrase de Raymond Aron, parce que j'avais trouvé ça dans une interview qu'il avait donnée à l'Express en 59, j'avais trouvé ça chez un libraire. Raymond Aron était un homme modéré, et c'est rare qu'il disait « je déteste », etc. Et il dit « je déteste autant le conformisme et le révolutionnarisme ». Et j'aime beaucoup, et je trouve que les deux s'alimentent. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à un moment très clé de notre histoire, comme il y en a de temps en temps. On est soit en 1958, sauf qu'il n'y a pas le général de Gaulle, soit en 1848, vous voyez, avec en plus un problème existentiel lié à l'immigration, etc. 1848, ça finit mal, hein, Louis-Philippe, il est complètement azimuté, ça se finit dans un bain de sang, et l'histoire de France, elle est faite de violence. Et on parlait de nos enfants tout à l'heure, je parlais de mes enfants, moi ce que je voudrais, c'est qu'on arrive, par la démocratie, à avoir un changement profond de politique publique qui redonne de la confiance. On va en parler tout de suite, et on va parler de cette impuissance publique, parce qu'on en est là, effectivement, et je crois qu'on est... et on peut dire à des choses concrètes, sur le régalien, je ne veux pas vous interrompre, pardonnez-moi. Non, simplement, on va parler, parce que nous sommes à un moment où il faut trancher un nœud gordien, comment on le tranche, et c'est très très important. Juste après cette petite pause, je rappelle, pour appeler, pour interroger David Lisnard, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h.
André Berkoff. Et nous sommes avec David Lisnard, maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie, de son parti et de l'Association des maires de France, et auteur de, et je vous le recommande vraiment, de Ainsi va la France, qui est paru aux éditions de l'Observatoire. David Lisnard, justement, il faut quand même dire les choses, comme dire, mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. C'est quoi aujourd'hui, pourquoi on vit en France, et pas seulement en France, faut le dire, dans cette impuissance publique? Parce qu'on voit très bien, vous dites vous-même, les choses qui se font, on parle, on a l'impression qu'il n'y a plus que la com. Nous sommes dans un tsunami de com absolu, à gauche comme à droite, hein, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, et on essaye de survivre en flottant. Ouais, c'est le fameux nœud gordien. Vous évoquez cette expression avant la pause, et j'invite chacun à lire le livre de Pompidou, qui n'était pas achevé d'ailleurs, mais qui est génial, qui s'appelle Le nœud gordien. On voit la qualité de la langue du président de la République. C'est à la fois accessible à tous et c'est d'une précision remarquable. Il n'y a pas de jargon, ça baratine pas, etc. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, mon précédent ouvrage, c'était avec un co-auteur, Christophe Tardieu, ça s'appelait Les leçons de Pompidou. J'en fais la promo aussi parce qu'il en est très content. Bref, ferme la parenthèse. Le nœud gordien aujourd'hui, c'est de trancher cette impuissance publique qui est facile à comprendre dans un paradoxe à travers un chiffre. On a le record du monde de la dépense publique en France. Ça représente quasiment 57% de la richesse produite. La richesse produite, c'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises. 57%, c'est colossal. C'est énorme. Ouais. Donc on est à 7-8 points de plus que la moyenne européenne. C'est énorme. Et parallèlement, on a un délitement des services publics. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant dépensé dans le service public, on n'a jamais autant prélevé d'impôts et de charges. On n'arrive jamais à descendre en dessous des 43% du PIB. Et pourtant, on manque d'infirmiers, on manque de policiers, etc. Que se passe-t-il ? Ce nœud gordien, c'est que c'est l'hyper-bureaucratie qui multiplie les dépenses inutiles et absurdes. Ça se retrouve dans beaucoup d'éléments, et c'est le cœur du livre, hein, mais si on veut plus de policiers, plus d'infirmiers, plus d'enseignants, au contact des gens, il faut qu'il y ait moins de bureaucratie. Il faut qu'il y ait moins de bureaucrates, moins de fonctions support inutiles. C'est un phénomène qui touche aussi le secteur privé. Quand vous regardez dans la banque, le nombre de paperasses que vous devez remplir pour faire un emprunt, et qui sont parfois des obligations légales, mais qui sont parfois aussi des obligations que se met le secteur bancaire lui-même. Hein. Bon. Donc, ça veut dire quoi ? Ça signifie que on est à un excès de fonctions administrantes. Le Covid a révélé cela dans l'hôpital. On a aujourd'hui 34% des emplois à l'hôpital qui sont des emplois administratifs et techniques. Il faut des emplois administratifs de santé, par exemple. Mais même dans l'hôpital lui-même, sans même parler de ça, même sans parler de tous ces machins. Ouais. Et donc, il en faut des fonctions administratives, mais pas autant. La moyenne européenne, c'est 23%. L'écart, il est colossal. Et si on arrive à réduire toute l'obligation bureaucratique, toutes les normes, les contradictions, les surtranspositions de normes européennes, le fait que pour aujourd'hui créer une école, créer une usine, il vous faut... Avant, vous alliez voir le préfet et le maire. Maintenant, il faut l'autorisation de la Direction régionale de l'environnement, qui est un service de l'État. La DREAL, qui est le triangle des Bermudes de l'action publique très souvent. Il faut l'autorisation de la Direction départementale du territoire et de la mer. Il vous faut l'autorisation de la MRAE, qui est un autre machin environnemental d'État. Il vous faut, bien sûr, l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Une multitude de services qui ont éparpillé l'action de l'État, qui ont enlevé du pouvoir au préfet. Alors, il faut que l'action soit incarnée par les préfets de l'action de l'État, qui coûte très cher, et qui en plus, dans un État qui a tout centralisé autour de la figure du président de la République, et donc qui amène à cette impuissance. Je ne sais pas si c'est forcément clair pour les auditeurs, mais j'essaie de le résumer en quelques mots. Donc, il y a une multitude de machins qui produisent leurs propres procédures, qui sont obligatoires. Et les normes augmentent, les normes, la paperasse augmente, la paperasse. Et l'organisme, les gens, ils sont là, donc ils créent de la norme, ils créent de la procédure. Aucun de ces organismes ne peut vous autoriser à lui seul un projet. Mais chacun de ces organismes peut vous planter votre projet. On le dénonce régulièrement. Je peux vous citer une multitude d'exemples, mais absurdes. Chez vos confrères de Figaro Magazine, il y a un mois, il y avait eu c'était la une, ils avaient fait tout un dossier spécial et plusieurs maires avaient témoigné en disant, voilà, on me demande dans la même semaine de construire 320 logements sociaux et on m'interdit de toute construction au titre d'un plan de prévention au risque.
comment je fais pour faire des logements, une zone d'aménagement concerté dans tel... On m'ajoute un délai de 2 ans pour me demander de faire des études 4 saisons parce qu'on estime que je suis proche d'une agglomération, alors je suis à plusieurs dizaines de kilomètres, et que donc je dois faire des études d'impact sur l'air pour faire des logements. Parce que la ZFE, la zone on en parle beaucoup de la ZFE. Moi, je pourfends ça. Et totalement contre. Mais oui, parce que cette ségrégation. Mais oui, parce que pourquoi je suis contre ? Si ça avait un intérêt pour la planète environnementale, on pourrait en parler. Il n'y a pas d'étude d'impact en réalité. Alors on nous dit, oui, la pollution de l'air tue tant. Ok, mais est-ce que c'est la ZFE qui va régler le problème ? Non. Et on crée de la ségrégation sociale. On concentre les bouchons autour des périphes. Donc, je pense qu'on a les mêmes effets sur les particules fines et sur le dioxyde de carbone. Et à partir du moment où il y a une norme européenne qui vous dit qu'à partir de 2035, vous ne pourrez plus avoir de moteur thermique, mais qu'on foute la paix aux gens pour qu'ils aient le temps, d'ici là, de vendre leur voiture, de changer de véhicule, ce qui aujourd'hui est impossible pour des raisons de pouvoir d'achat. Et en même temps, c'est extraordinaire d'ailleurs, c'est nous, Europe, on baisse, on supprime les barrières naturelles avec la Chine pour qu'elle nous vende des voitures électriques. C'est formidable, en ce moment ça marche très bien. Mais juste un mot, et on va reprendre après cette petite pause, David Lisnard, justement. Pourquoi et comment ? Parce que le vrai problème, il est là. Vous dites, vous faites un diagnostic, très bien, on fait le diagnostic, c'est brillant, c'est bien, etc. Mais pourquoi on accepte ? Pourquoi on a accepté depuis 40 ans ? Pourquoi on continue d'accepter ? Et surtout, parce qu'on ne va pas faire de la psychologie, simplement, comment on peut sortir de cette passivité, de cette espèce de passivité. Je sais que vous et un monde de mer ne sont pas passifs, loin de là. Mais je veux dire cette espèce de système de Lilliputien, de Gulliver empêtré dans Lilliput et ses Lilliputiens, on peut en sortir ou pas. Et c'est vraiment le problème que tout le monde se pose, et c'est pour ça qu'il y a, et vous le savez aussi bien que moi, pourquoi il y a cette résignation en disant oui, mais on ne peut rien faire. Parce que le slogan absolu aujourd'hui, c'est oui, d'accord, on est très bien, mais on peut rien faire. Et comment on sort du on peut rien faire ? On en parle tout de suite après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. David Lisnard, toujours avec David Lisnard, et heureusement, maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie de l'Association des maires de France, auteur de Ainsi va la France aux éditions de l'Observatoire. Alors David Lisnard, comment on fait pour sortir de cette impuissance ? Je sais qu'il n'y a pas de solution miracle et de lapin sortir du chapeau, ça se saurait déjà. Et comment on fait surtout, justement, pour faire en sorte que le politique retrouve, je parle au niveau national, voilà, sa vraie au niveau national et au niveau à tous les niveaux, mais retrouve sa vraie fonction, et qui fait qu'à un moment donné, on se dit bon, il y a un cap. Aujourd'hui, vous savez mieux que moi, il y a une chambre introuvable. Enfin, l'Assemblée nationale, on sait ce qui se passe avec un certain législatif. On sait ce qui se passe au niveau de la séparation des pouvoirs, la justice, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. On va pas en parler, mais on va parler politique, parce que c'est ça aussi la politique. L'impression qu'on a, mais vraiment, c'est où est le cap, où est la personne ou les personnes qui nous donnent un cap par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et donc on entend du matin au soir. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, si vous voulez, je suis un habitant comme les autres, sauf que j'ai décidé de m'engager, quoi. Parce que on ne naît pas politique, on le devient, pour paraphraser Simone de Beauvoir à propos des femmes. Sauf que pour les politiques, c'est vrai. Alors que femme, on est femme quand même d'un point de vue génétique. On est femme, oui, voilà. Mais très sérieusement, donc c'est que moi, je refuse. Parfois, on a envie de faire autre chose, hein, mais je refuse le fatalisme. Et l'histoire de France, elle est faite de moments. D'étranges défaites et puis de sursauts géniaux, quoi. Donc je crois profondément qu'on a tout pour avoir le sursaut. Le tout, c'est est-ce qu'il y aura une phase de violence avant ou pas, et il faut éviter la phase violence. Et pour éviter la phase violence, il faut déjà que chacun ait conscience que le système, ce que j'appelle social-étatiste... Pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui vous fait que vous êtes sûr qu'il y aura un sursaut ? Je suis pas sûr, pas dans l'incantation, mais dans le 21e siècle, les peuples qui ont la capacité de création sont les peuples qui pourront être sur la voie de la prospérité. Mais il faut retrouver le bon sens. On parlait de Pompidou tout à l'heure, il faut absolument retrouver le bon sens. Et quand on voit les Français qui vont à l'étranger,
soit des diplômés de grandes écoles, il nous reste encore quelques grandes écoles, soit des autodidactes qui sont souvent des super patrons, ils sont excellents. Ils sont parmi les meilleurs créateurs au monde, des gens qui inventent des chaînes de resto, d'autres qui dirigent des grandes boîtes dans tous les domaines. Nos ingénieurs, malheureusement, on n'en produit pas assez. Donc, on a encore cela, on a encore des infrastructures, mais il faut aller très vite maintenant, très très vite. Donc, il faut que chacun ait conscience que le modèle... Parce que vous dites qu'il est plus tard qu'on ne pense. Oui, parce que vous vous rendez compte que rien qu'en 2024, l'année dernière, avec nos impôts, nous avons payé 5 fois plus d'impôts pour les seuls intérêts de la dette de l'État que pour tout le budget de la justice. Or, on manque de 20 000 places de prison, on manque de greffiers, il faut ouvrir des maisons de redressement et revoir le code pénal des mineurs, comme le propose le docteur Berger, comme moi j'ai écrit d'ailleurs dans le livre, on décrit comment on peut sanctionner très vite, immédiatement, les gamins lorsqu'ils transgressent, et on va en sauver beaucoup, on va protéger la société, et puis les plus gros voyous, leur destin sera d'être en prison, voilà, c'est comme ça. Et donc, on a, je crois, ça en nous. Moi, quand je vois quand je parcours la France, je rencontre des gens pleins de bon sens, de toute génération, des personnes âgées qui ont envie d'aider des jeunes qui ont envie de bosser contrairement à ce que l'on croit, mais les gens ils s'adaptent. Si c'est un système de guichet, ils vont au guichet. Si c'est un système qui récompense le boulot, or aujourd'hui on ne récompense pas le travail. Donc il faut avoir le courage de dire que le système social est cuit. Quand je suis devenu maire de ma commune, Cannes, alors je le répète à chaque fois, Cannes, c'est pas une ville de milliardaires, parce que dès l'extérieur, les gens pensent qu'il y a que des milliardaires qui montent les marches avec des stars de cinéma. La Croisette. Mais oui, c'est une ville prestigieuse, mais le taux de pauvreté à Cannes est de 21%. La moyenne française, c'est 13,8%. Parce qu'il y a c'est une ville très populaire depuis très longtemps. C'est une ville où il y a beaucoup de logements sociaux, etc. Et on me disait, j'avais fait un projet très détaillé sur comment baisser la dette, comment arriver à baisser le périmètre de l'action publique, mais recentrer sur l'essentiel, comment créer de la capacité d'autofinancement, de la productivité dans les services. Il ne faut pas parler comme ça ne marche pas, etc. 10 ans après, on a baissé la dette de 76 500 000 euros. On a baissé les impôts de cette année de 3,6%. On a multiplié par 8 la capacité d'autofinancement. On a mis en place... alors, il y a plein de problèmes encore. Mais venez à Paris, David. Il y a plein de problèmes. Mais pourquoi voulez-vous me faire changer de vie et de ville? Non, la capitale à Cannes, ce sera plus simple. Mais plus sérieusement. Et donc... il y a comparaison ne vaut pas raison non plus, mais il n'y a pas de fatalité. Au niveau de l'État, avec Nouvelle Énergie, on travaille sur un projet qui fait de la réduction de la dépense, non pas une finalité, mais un moyen de relancer paradoxalement les recettes fiscales. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une courbe descendante de l'affaire, alors ça fait un télo, c'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt, et on pénalise l'initiative, on encourage le travail clandestin, on encourage l'évasion fiscale, l'optimisation, etc. Et on va nous rajouter une couche dans quelques heures, comme à chaque fois, où comme on est en appelée financière et budgétaire, on va nous remettre de la fiscalité supplémentaire, avec des considérations morales. On fait que ça. Voilà. Et vous avez aujourd'hui 10% des Français qui payent 76% de l'impôt, ça devrait interpeller ça aussi. On va nous remettre une couche de fausses dépenses au rabot, de trucs de technocrates. Et donc, il faut remplacer la technocratie par la démocratie. Et très concrètement, moi, je fais confiance à l'intelligence des gens. Le système, aujourd'hui, on a un projet avec Nouvelle Énergie. Est-ce qu'on n'est pas, je vous pose la question, est-ce qu'on n'est pas, on n'est plus en démocratie, est-ce qu'on n'est pas en bureaucratie aujourd'hui? La bureaucratie se fait au détriment de la démocratie. Alors, il y a encore la démocratie, on arrive encore à mener des projets, mais à un moment donné, c'est pour ça que le comment faire est essentiel. Il faut déjà que le diagnostic soit bon. Il faut que les intentions et la vision soient bonnes. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre, on peut plus faire du en même temps. Mais il faut aussi aller dans le comment. Quand je dis très clairement qu'il faut supprimer le principe de précaution de la Constitution, ça paraît peut-être anecdotique, c'est fondamental pour relancer la recherche. Y compris la recherche au profit de l'environnement d'ailleurs, pour relancer l'agriculture. C'est l'interrogation. Je dis qu'il faut que l'État applique la règle d'or. Sauf période de crise majeure, c'est-à-dire aux 2/3 du Parlement, il y a une guerre, il y a une épidémie, l'État, le dernier assureur, il est là, ok, là on peut faire du déficit. Mais comment se fait-il qu'on accepte tous les ans de construire des budgets en déficit ? Dans une collectivité, même les plus mal gérées, c'est interdit. Vous ne pouvez emprunter que pour de l'investissement. Ça s'appelle la règle d'or. Donc, je vais dire clairement, il faut que ça devienne une règle constitutionnelle. Regardez le système social. On ne devrait
Il faut évidemment retrouver le régalien, il faut couper le robinet de l'immigration. Non pas passer à une immigration zéro, c'est ni faisable ni souhaitable. Mais il faut diviser selon les chiffres, parce que là aussi on sort des chiffres différents. Mais si on part de 500 000 titres de séjour supplémentaires, y compris par an, c'est-à-dire une fois et demie la Corse, quoi, hein, même un peu plus, c'est plus possible. Ça, il faut le diviser par 8 si c'est 500 000. Et si c'est 400 000, il faut diviser par 5. Enfin voilà. Pour pouvoir mieux intégrer, mieux assimiler et désengorger des services, parce que c'est une immigration pauvre, c'est une immigration plus avec des mœurs qui sont pas les mœurs de la laïcité à la française, etc. Oui. Donc là-dessus, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut reprendre le pouvoir. Comment? Il faut par le référendum. C'est ce que j'ai proposé au président de la République au mois d'août quand on avait discuté ensemble. Je vais aller vite, hein, je sais que, mais il faut revoir le champ de l'article 11 du référendum pour avoir une capacité d'appeler au peuple. Il faut beaucoup plus, mieux du référendum, plus de référendum sur un champ plus large, sans passer par la case Assemblée ou Sénat sur certains sujets, notamment sur les quotas sur l'immigration. Il faudrait que ce soit le président qui décide à ce moment-là. Et oui, là ça dépend de son engagement. Sur la politique sociale, on doit réserver les aides sociales aux nationaux et à ceux qui contribuent. Hein, c'est la base. L'allocation sociale unique sur laquelle on avait travaillé à l'époque avec François Fillon, ça nous permettrait d'emblée de faire 7 milliards d'euros d'économie, de fonctionnement et de pouvoir mieux aider ceux qui sont en difficulté. Parce qu'il y a plein de gens qui galèrent, et d'éviter les effets d'aubaine. On n'a jamais autant dépensé d'argent sur le social, 33% de la richesse produite, on n'a jamais autant de gens qui dorment dans les rues. Donc moi j'ai tout un projet qui est finalisé, j'ai apporté ici par thématique, pour faire dès la première année 80 milliards d'euros d'économie, mais relancer le service public. Où est-ce qu'ils peuvent prendre connaissance du projet ? Est-ce qu'il est imprimé D'abord, il y a une partie dans le livre, mais c'est pas un livre projet. Mais il y a par exemple, quand je parle de retraite par capitalisation, au début, mais ça peut pas fonctionner. C'est la seule façon de sauver le pouvoir d'achat des futurs retraités, de recapitaliser l'économie française, c'est-à-dire de favoriser l'investissement, de retrouver une vraie indépendance. On est indépendant que si on est fort. Et pour être fort, il faut travailler, et il faut investir. On l'a fait ailleurs, David Lisnard, mais je voudrais quand même donner la parole à... Je crois que deux nous avons auditeurs, tellement de choses à dire. Dont un auditeur qui vous appelle de Nice, qui s'appelle Giuseppe. Bonjour Giuseppe. Bonjour David Lisnard, je vous appelle car j'ai une question à vous poser. Bon, j'ai bien identifié votre parti Nouvelle Éthique, qui se présente comme comme un mouvement civil qui est moins rigide, plus souple, et des actions concrètes. À l'inverse, vous êtes toujours membre des Républicains. Attendez, on vous entend mal, malheureusement, c'est très haché. Est-ce que vous avez mis votre haut-parleur? Si vous avez mis votre haut-parleur, il faut l'enlever. André, on va passer à l'autre auditeur, peut-être, en attendant que Giuseppe rappelle. C'est Olivier qui appelle de Paris. Bonjour Olivier. Oui, bonjour messieurs, merci beaucoup de me recevoir, merci beaucoup pour vos interventions. Pour faire un lien avec le précédent intervenant... Oui, qui disait, je rappelle, parce que j'ai entendu une question, il disait, monsieur Lisnard, vous faites pourquoi vous êtes encore chez les Républicains? Grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Allez-y Olivier. Oui, mais j'avais à peu près la même question à poser à monsieur Lisnard. Comment s'inscrit-il dans l'héritage de Jacques Chirac? Jacques Chirac portait les mêmes discours que lui avant 1995 et ça a été une catastrophe. Jacques Chirac était la personne qui parlait des odeurs sur le palier et qui a été favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. On nous a menti. Monsieur Lisnard fait partie de la famille de Valérie Pécresse qui a menti. Voilà. Comment s'inscrit-il dans cette lignée? C'est compliqué. Pourquoi ne va-t-il pas à l'UDR? Merci. Alors, je vois bien votre question un peu orientée sur la conclusion, en tout cas. Mais moi, je refuse un principe de base, c'est la punition collective. J'ai des convictions qui sont les miennes depuis que je suis gamin. Elles se sont affinées avec l'expérience de la vie, dans le commerce ou ailleurs. Et vous pouvez non seulement lire ou écouter ce que je dis depuis que je suis engagé dans la vie publique depuis des décennies, et surtout ce que j'ai fait. J'ai baissé la dette dans ma commune. J'ai renforcé la lutte contre l'incivisme qui est une priorité et l'insécurité quand je le peux, mais en tant que maire j'ai peu de pouvoir en la matière.
nous avons instauré des cours de latin et de grec par la mairie et qui fonctionnent merveilleusement bien. Ce qui est audacieux, là. Ouais, et comme ça marche dans les quartiers populaires. Et si vous voulez, moi j'ai une constance. Donc les histoires partisanes, et si je me suis engagé, si j'ai créé Nouvelle Énergie aussi, c'est pour avoir une intégrité de projet. Et je transige jamais là-dessus. Je cherche pas de poste, autrement je serais rentré dans un gouvernement comme on a pu me le proposer. Moi j'ai de l'ambition mais pas d'arrivisme. Donc si vous voulez, là c'est l'UDR, c'est ce que vous préconisez, ils disent des choses intéressantes, et ils reprennent d'ailleurs beaucoup de propositions libérales que je peux porter depuis longtemps, mais ils s'allient avec un parti dont la matrice économique pour moi est très socialiste. Vous parlez du Rassemblement national. Bien sûr. Voilà. Donc si vous voulez, moi j'ai l'impression d'être très cohérent avec ce que je dis, avec ce que je suis, avec ce que je fais, et je refuse les punitions collectives. Et si certains nous ont plantés avant dans les générations, j'en suis bien convaincu d'ailleurs, comme vous, mais c'est pour ça que je m'engage. Autrement, je reste tranquille et je fais des commentaires. Vous voyez, je sais pas si je l'exprime bien, mais c'est clair. Moi, et ce que je sais, c'est qu'il va falloir à un moment donné proposer une offre qui puisse l'emporter. Donc, il faut éviter deux choses, la division et la compromission. La division, il faudra agréger une offre cohérente que je qualifie de droite, même si ces termes sont un peu réducteurs. Et deuxièmement, il faut éviter le compromis ou la compromission, c'est-à-dire sur les projets où on veut faire un truc pour plaire à certains. Moi, je ne cherche pas à plaire. Voilà. J'essaie de vous convaincre et surtout qu'on crée une dynamique pour remettre le pays en ordre. Alors, Giuseppe, je crois qu'on vous a... On a retrouvé Giuseppe. Oui. Je suis là, tout à fait. Allez-y, Giuseppe. Effectivement, ma question était complémentaire à celle du précédent auditeur, mais je trouve que David Lisnard, vous entretenez une ambiguïté sur justement vos appartenances aux deux partis, celui que vous avez créé, Nouvelle Énergie, et les Républicains. Vous avez un esprit de mouvement avec un mouvement de société civile qui est moins rigide, plus souple, orienté vers des idées, des actions concrètes. L'UMP, c'est un petit peu de tout l'inverse, c'est un parti avec un historique lourd, des courants qui sont internes, des mécanismes politiques qui sont dépassés. Pourquoi vous ne quittez pas immédiatement les Républicains? Et vous venez de parler de non-compromission, et ce serait justement une action légitime. Non, mais c'est une vraie question, parce que je ne désespère pas du fait qu'une offre qui soit sur un projet sécuritaire, libéral et éducatif et scientifique l'emporte, et où on a besoin aussi de tous ceux qui se retrouvent là-dedans. Parce que vous voyez, à LR, quand je vois aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est encore le premier parti en élus locaux. Ces gens-là, c'est des gens super concrets. C'est pas des gens qui ils parlent comme vous, ils parlent comme moi. Et peut-être qu'à un moment donné, ça clashera. Je dirais, je m'y retrouve plus. Ça m'est déjà venu plusieurs fois à l'esprit. Mais là, actuellement, il y a une compétition entre deux personnalités. Je trouve que Bruno Retailleau... Vous avez choisi, vous? Oui, j'ai choisi Bruno Retailleau parce qu'on a discuté, et il a dit que s'il devenait président de l'ER, il reprenait notamment 3 propositions, c'est pas pour des postes, que je défends avec Nouvelle Énergie: la retraite par capitalisation pour tout le monde, et permettre à chacun d'accéder à cette possibilité. Deuxièmement, la réforme complète de l'éducation, parce que le plus gros déclassement, le plus gros scandale, c'est l'effondrement de l'instruction publique. Ça devrait nous obséder. Et troisièmement, la déréglementation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut débureaucratiser, et c'est là où il y a une hypocrisie totale. Les mecs, ils vous disent maintenant, ok, on va débureaucratiser, mais ils disent, ah oui, mais on va pas déréglementer pour protéger, avec ce côté infantilisant. Il faut accepter qu'il y ait moins de réglementation. Et donc c'est sur du contenu. Puis parce quand François Fillon se présente, quoi qu'on pense de François Fillon, etc., il faisait partie des rares qui étaient restés jusqu'au bout. Donc ce qui révèle d'une capacité à ne pas chercher à plaire. Je trouve qu'il est cohérent avec lui-même, et je le pense sincère. Et il avait fait 20% d'ailleurs, ce qui n'était pas négligeable. Mais où je comprends quand vous dites qu'il y a une ambiguïté. Oui, il y a un peu une ambiguïté, c'est vrai, dans le sens où, en plus, je bouscule. Il y a un côté même parfois insolent dans ce que je propose, mais parce que je pense que c'est bien pour le pays. Et j'espère amener à moi, à ce projet-là, un maximum de personnes. Et moi, je souhaiterais, j'invite tout le monde à soutenir ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un jour il faudra prendre une initiative également, de tous les côtés. Mais ce qu'il faut, c'est l'intégrité du projet jusqu'au bout. Et j'allais dire que la perspective d'un homme d'État, quel qu'il soit, c'est de réunir au-delà des étiquettes. C'est ce que faisait un certain général à un moment donné. On va se retrouver juste après cette petite pause avec David Lisnard. Je crois que c'est très important, parce que là, on parle politique au vrai sens du terme, ce qui est une bonne chose.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes toujours avec David Lisnard, effectivement, entre le faire et le dire, entre la cohérence et effectivement les contradictions. Je crois qu'il est là aujourd'hui, le problème politique, non seulement en France, mais ailleurs. Et il est bon qu'il y ait des gens qui tranchent, qui en tout cas disent très exactement ce qu'ils vont faire. Je reviens à cela. Et pour ne pas, effectivement, quand ils sont au pouvoir, comme certains, en Allemagne, pour ne pas parler de la France, font le programme contraire de ce qu'ils ont dit avant leur élection. Maude Koffler, je crois que vous vouliez poser une question à... Oui, j'ai une petite question, David Lisnard. Vous disiez tout à l'heure vouloir permettre à vos enfants de grandir et de vivre en France. Un sondage Opinionway réalisé en décembre 2023 a révélé qu'une majorité de jeunes Français entre 18 et 24 ans se disaient déterminés à quitter la France en raison du climat politique et économique. Alors, pas sûr que ce climat se soit apaisé en 2 ans. Si vous deviez leur donner 2 bonnes raisons, David Lisnard, de rester en France à ces jeunes, que leur diriez-vous ? D'abord, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pour la liberté pour moi, donc je suis la liberté pour les autres. Qu'on a envie d'aller ailleurs, je trouve ça tout à fait normal, et c'est très sain d'ailleurs d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Le problème, c'est qu'il faudrait avoir envie de revenir en France. Mais voilà, s'ils ont envie de rester, pas d'y rester. Ouais. Et donc, je leur dirais de prendre le pouvoir. De s'engager. Et moi, c'est ce que je me suis dit un jour. Je me suis dit, mais plutôt que de râler, je vais essayer de prendre le pouvoir. Ça vous paraît bizarre comme réponse, mais parce que j'y crois encore. Je veux encore y croire et que on a, je le répète, je trouve, il y a aussi quand on va à l'étranger, on se rend compte aussi quand même de la force encore d'un esprit français. Alors peut-être qu'on le fantasme, mais d'abord de la beauté du pays. Vraiment, vous voyez les cimes des Alpes, les flancs de montagne des Pyrénées, l'Aubrac, le Larzac, la côte bretonne, les calanques méditerranéennes, enfin je peux faire ça, et les Outre-mer, qui sont extraordinaires, que moi j'ai appris à découvrir beaucoup plus par l'Association des maires de France. Bref, et surtout qu'il y a quand même encore une inventivité française, que je parlais de créativité. Il suffit qu'on ait conscience et qu'on recrée de la confiance, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens sont prêts à faire des efforts, contrairement à ce qu'on dit. Je supporte plus les politiques, notamment de droite, qui pensent que les retraités ne sont qu'égoïstes et recroquevillés sur l'indexation de la retraite. Je pense qu'un certain nombre de retraités, alors pas ceux qui ont malheureusement des faibles ressources, il y en a beaucoup trop, mais qui ont des revenus corrects, sont prêts à sacrifier un peu, mais à condition que ça serve à quelque chose, que ça rétablisse vraiment les comptes publics, que ça rétablisse le service de l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si on arrive à cela, mais pour cela, il faut une approche radicale qui réduit le périmètre d'intervention de l'État, que l'État arrête de nous dire, vous avez vu cette campagne de l'ADEME, où on nous dit, vous devez laver votre slibard ou votre caleçon 1 fois par jour et votre jean 1 fois par semaine, c'est-à-dire qu'avec nos impôts, on paye ce genre de... Alors ça paraît anecdotique, mais c'est tout le temps comme ça. Cette infantilisation, et que parallèlement, on règle cet autre nœud gordien qui fait qu'on a le salaire net un des plus faibles de l'OCDE et le salaire brut un des plus élevés. C'est-à-dire que ça coûte plus cher qu'ailleurs en valeur ajoutée pour l'entrepreneur et pour le salarié. Oui, je suis payé tant, mais il me reste... Et oui, il y a le système fiscal et le système social. Donc il faut avoir le courage de lever le capot du système social, dire qu'on va faire l'allocation sociale unique multicritère, dire qu'on ne va plus accepter de donner des contributions à tout vent, et on est le seul pays au monde où on peut venir et toucher immédiatement des contributions sociales. C'est absurde. Il n'y a pas un autre pays démocratique à force qui accepte ça. Et les OQTF qui peuvent se marier, voilà, etc. Et je dirais à cette jeunesse-là, vous êtes bosseurs, beaucoup plus que... J'en ai marre qu'on dénigre les jeunes. Arrêtons de dire des jeunes ont fait brûler des voitures, des voyous ont fait brûler une voiture. Quand un vieux escroque, on ne dit pas un vieux a escroqué, on dit quelqu'un a escroqué. Hein, voilà. Et donc la jeunesse, elle est comme les autres jeunesses, elle est ni plus moche ni plus belle que les autres, mais elle est globalement très belle. Et que la France mérite qu'on se batte pour elle, de retrouver confiance, qu'on refasse des gosses, qu'on refasse des enfants, qu'on se batte pour ce pays où nos ancêtres ont construit un pays de qualité de vie. Mais pour cela, un David pays. Lisnard, Et quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on peut se consoler sur nos principes de base. Tout à fait, mais il nous faut pour ça des gens qui nous bousculent et qui entraînent. Tout le problème est là. À mon modeste niveau, j'essaie de bousculer et j'ose espérer entraîner. Ben on va écouter, on va suivre et vous suivre. En tout cas, David Lisnard, je rappelle votre livre. Il faut le lire. Ainsi va la France. Ainsi va la France, pardon. Et en fait, aux éditions de l'Observatoire. Et moi, je dirais que Ainsi va la France. Je voudrais aussi l'autre question. Et comment elle pourra aller mieux? Non seulement comment elle pourra, mais vous savez quoi? Où va notre argent?
Mais bien sûr, mais c'est tout le sujet. On paye plus d'impôts et de charges qu'ailleurs, et on a des gens. Moi, je le vois tous les matins dans mes rapports de police municipale. C'est vrai, c'est pas une invention, c'est pas une posture derrière un micro. 9 fois sur 10, c'est des gens que la police municipale a déjà interpellés une semaine avant, dont la moitié n'ont rien à faire sur le territoire national. Où vont nos prélèvements ? Voilà, mais ils vont dans un système bureaucratique fou. Et le code de l'environnement faisait 100 000 mots en 2012, 1 million de mots en 2022. Et c'était avant les décrets d'application de la loi climat et résilience, qui est une loi à fragmentation bureaucratique. Donc il faut revenir à des principes généraux du droit, changer 40 ans de matrice politique. Et c'est pour ça qu'il faut une nouvelle élite. On est au bout de quelque chose là. Vaste programme, mais aurait dit le général, qui avait su le faire en 58 avec le plan RUEF. Exact. Et une pensée pour Mario Vargas Llosa, qui nous a quittés et qui était un génie et qui était passé du communisme au libéralisme et ça a changé sa vie. Voilà. Merveilleux écrivain. Ouais. Merci David Lisnard. Merci à vous, merci beaucoup.